Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du podcast Section Sport. Alors un podcast dédié au sport, oui, mais un podcast qui se veut multisport et aborder le sport d'un point de vue autre, d'un point de vue politique, économique, diplomatique ou autre, selon bien sûr la pertinence de l'analyse. Alors avec moi aujourd'hui dans ce podcast deux personnes, toujours en virtuel. D'une part, alors pour l'Auxerrois qu'il est, on ne compte plus les nombreuses représentations de Giroud qu'il collectionne, en poster, en t-shirt ou même dans son cœur. C'est Romain. Bonjour Romain. Eh bonjour, véritable culte à son effigie. Et de l'autre, donc ce supporter de Liverpool ne marchera jamais seul, car il gardera malgré tout le souvenir intarissable de Steven Gerrard jusqu'à en faire sa sonnerie de téléphone. C'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour, et complètement véridique cette histoire de sonnerie. Oui, je l'atteste. Alors, au sommaire de cette seconde émission, toujours en deux parties. Une première partie focus, où chacun de nous aura choisi un sujet à mettre en avant, et une deuxième partie consacrée au débat. Alors, un débat qui se veut aujourd'hui plus autour du multisport, et quoi de mieux que les Jeux Olympiques pour aborder le multisport? C'est bien sûr la question des JO, des JO de 2020, et on se posera la question, que peut-on réellement attendre des JO de Tokyo 2021? Et donc, sans plus tarder, je vous propose de passer aux premières parties de cette émission, ce qui est le focus. C'est parti. Alors, le premier focus, c'est Guillaume. Guillaume qui voulait nous parler notamment des règles 40 et 50 de la charte olympique. Exactement, un focus sur deux règles de la charte olympique qui posent débat en ce moment. Et vous le savez, donc le CIO possède une charte que doivent respecter tous les acteurs du monde du sport qui en dépendent. Et deux de ces règles, la règle 40 et la 50, sont remises en cause depuis quelques mois et je vais vous expliquer pourquoi. La règle 50 de la charte olympique empêchait les athlètes d'afficher et de remercier leurs sponsors lors d'une période entourant les Jeux olympiques. Et cette période était jusqu'à là en fait un créneau qui était réservé aux sponsors officiels du CIO. Mais depuis 2019, l'Allemagne, les USA et l'Australie considèrent que cette règle va à l'encontre des lois sur la concurrence. Alors le CIO a modifié sa règle 40 pour permettre plus de liberté aux athlètes. La révision de cette règle 40 est tellement subtile que le CNOSF en France en a fait un PowerPoint de présentation de 23 pages. Alors j'ai compris, mais ça m'a rappelé mes heures sombres de cours de maths au collège où on pouvait comparer ça à des équations x plus y inférieure à 0 ou x moins y, un nombre antinaturel. Enfin voilà, pour résumer, les athlètes français pourront désormais remercier une unique fois leur sponsor non olympique pendant la période des Jeux, mais uniquement si la marque n'est pas associée sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de hashtags, de symboles ou d'images protégées par le CIO. Et je vous donne mon avis personnel ici. Je pense que cette révision est une bonne chose, notamment et surtout pour la rémunération des athlètes dont le sport n'est que très peu médiatisé. Et de l'autre côté, la règle 50 donne, elle, un cadre aux formes de publicité et à la neutralité politique, religieuse et raciale le temps des Jeux. Le CIO veut une période de paix entre les athlètes. C'est-à-dire que les athlètes et tout acteur participant au JO ne peuvent afficher des couleurs autres que celles décidées par le CIO ou d'afficher un soutien ou des messages politiques sous peine de sanctions. Par exemple, il est impossible de poser un genou à terre en hommage au mouvement Black Lives Matter ou d'afficher une revendication propre cachée sous le maillot ou dans les chaussettes comme Touafili ou Maoulida pour les puristes. Après une récente consultation, le CIO a décidé qu'il affichera lui-même plus de messages inclusifs et de paix le temps des Jeux, et il proposera aux athlètes de porter publiquement ces mêmes messages, mais toujours pas de revendication personnelle. Alors, certains syndicats d'athlètes comme Global Athlete continuent de monter au créneau contre cette règle. L'ancien médaillé britannique en cyclisme sur piste, Callum Skinner, prévient d'ailleurs dans la presse que si les athlètes veulent poser un genou à terre, ils poseront leur genou à terre sans que le CIO ne les en empêche en exerçant un contrôle qu'ils n'ont pas. Et sur cette question, si vous souhaitez rentrer plus en détail sur ces règles et la gouvernance olympique, je vous invite à parcourir le très bon site d'information Franjeu qui est dédié à l'actualité olympique. On pourra éventuellement mettre le lien en commentaire. Effectivement, alors surtout la partie avec le Black Lives Matter, cette question s'est notamment posée très récemment, et c'est vrai la subtilité notamment, alors c'est en cas de podium et dans les conférences de presse, il y a certaines choses qui sont différentes, effectivement. Romain, toi, ça t'inspire une petite réaction?
Ouais, moi juste un commentaire rapide. C'est vrai que c'est un. Bon, je parle pas de Lives Matter en particulier, mais en général, je pense que je comprends un petit peu l'histoire derrière cette règle et le fait de ne pas vouloir politiser forcément tous les sujets. Et c'est vrai que parfois avoir un espace de sport où la politique n'a pas lieu, c'est peut-être pas forcément plus mal. Mais ce n'est que mon avis. Et pourtant, on ne compte plus les souvenirs d'interruption de politique dans le sport, bien sûr, 36, les années 20. Je n'en ferai pas ici la liste exhaustive. Eh bien, merci Guillaume pour ce point. On passe juste au focus numéro 2. C'est parti. Focus numéro 2, c'est Romain qui voulait également établir un lien entre sport et santé mentale. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. C'est la semaine de la santé mentale et le sport est un peu vu comme un vecteur de sensibilisation dans ce sujet. C'est un sujet rarement abordé, voire même parfois encore tabou. C'est probablement encore plus palpable dans le cadre sportif, où le dépassement de soi, la performance, la nécessité d'avoir des résultats sont autant de caractéristiques qui s'imposent d'elles-mêmes et laissent peu de place au doute, à l'échec, à la remise en question. On a tous vu, je pense, la très bonne série Netflix, Losers, qui ouvrait la voie à cette face connue mais peu médiatique du sport, celle de la santé mentale des perdants, qu'ils le soient pour la première fois ou pour une énième fois. C'est également un article du média ESPN qui s'intéresse à la question de la santé mentale des sportifs via des portraits de ces mêmes sportifs qui témoignent de combats pour leur santé mentale. Anxiété, dépression, solitude, gestion du stress, voire même addiction ou dérive. Parmi les conviés, il y en a une dizaine, une quinzaine. On compte Lando Norris, le pilote, qui nous parle de la gestion de la solitude durant la pandémie. On a le joueur de rugby Joe Marlera, qui dévoile sa persévérance pour intégrer un psychiatre dans la tournée des Three Lions en Afrique du Sud. Ou encore la coach de basket Adia Barnes, qui parle ouvertement de la gestion de la carrière et en parallèle de la maternité. Donc voilà, c'est un super article. C'est un sujet vaste, complexe, qui nous amène à réfléchir plus largement sur la santé mentale, ici à travers le prisme du sport. Autant d'histoires difficiles, voire tragiques, qui ont gâché la vie de sportifs, autant d'hommes et de femmes, souvent jeunes, qui ont dû faire face non seulement à des épreuves, mais également au regard des autres. Dans le cas de sport collectif, c'est pas toujours évident avec certains coéquipiers ou adversaires, ou à la solitude. Je voulais initialement prendre exemple plusieurs histoires spécifiques, mais force est de constater que la liste est déjà trop longue et je ne pouvais pas choisir. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site de SPN pour découvrir les portraits de ces sportifs qui ont parlé de ces problèmes, qui traversent tous les sports et toutes les frontières et qui doivent évidemment servir de signal d'alarme. Et à tous les âges. Je prends pour exemple Lando Norris, un très jeune qui doit avoir 21 ans, je crois, de mémoire. Oui, Guillaume. Ouais. Dans une moindre mesure, ça me fait penser à Élodie Clouvel, la pentathlète française, athlète que j'admire au passage, et qui avait rédigé un petit message de déception à la suite du report des JO l'an dernier. Elle qui voulait d'ailleurs entamer une grossesse après les JO en 2020. Et forcément, quand tu te prépares mentalement pendant plusieurs années, que tu es athlète et que tu veux profiter de la fin des JO pour entamer une grossesse, c'est la déception, quoi. C'est une grosse déception pour elle, elle qui doit reporter donc d'un an tout son calendrier sportif. Surtout quand le sport est bien sûr le centre de ta vie. Exactement. Merci Romain également pour ce point focus. On passe tout de suite au focus numéro 3. Le focus numéro 3, alors c'est moi qui voulais vous en parler, notamment en amont du sujet sur les JO de Tokyo. Je voulais également mettre en avant le sport en tant que stratégie nationale, et c'est le Guardians qui se fait également le relais de cette info concernant la nouvelle stratégie multisport du Royaume-Uni, puisque c'est UK Sports, hein, donc l'agence britannique du sport, qui a dévoilé cette semaine le nouveau plan stratégique décennal 2021-2031, guidé par une mission qui est de créer la plus grande décennie de moments de sport pour unir la nation britannique. Alors dans ce cadre, l'UK Sport a publié les volontés en termes d'organisation d'événements, notamment pour la prochaine décennie, parmi lesquels la Coupe du Monde de foot en 2030, ainsi que plus de 40 championnats
du monde de sport tels que la boxe, l'athlétisme, le rugby ou même le taekwondo. Et au total, c'est presque 100 événements qui représentent un potentiel économique de près de 7 milliards de livres sterling, avec lesquels on a une bonne partie d'événements de la liste qui sont mixtes et certains qui ont même été déjà confirmés ou en cours de confirmation. Là, je fais mention de la Coupe du monde de rugby pour les femmes, des championnats d'Europe d'athlétisme ou de la Coupe du monde de la FIFA ou même de la prochaine Riders Cup qui sera aussi gagnée au Royaume-Uni. Plusieurs axes ont été mis en avant par UK Sport lors de la publication, qui sont au nombre de 3. Donc le premier est de continuer à gagner et à gagner de manière fair play, de développer un système sportif prospère et enfin d'inspirer un changement positif. Et le plan stratégique donc implique des changements importants pour la communauté donc, de sportifs de haut niveau. Et bien que gagner et être compétitif au plus haut niveau reste la priorité, il est reconnu aussi que le succès sportif est une plateforme puissante pour inspirer et provoquer des changements positifs et durables pour les individus et la société. Et avec la confirmation de certains des plus grands événements mondiaux, notamment donc, les Jeux du Commonwealth également, ou les championnats d'Europe d'athlétisme, eh bien, la décennie se veut, je dirais, tout aussi divertissante et épanouissante pour le public britannique. Et c'est le ministre des Sports, notamment Nigel Huddleston, qui déclare que le sport est appelé à jouer un rôle central dans la relance de notre nation, alors que nous sortons de la pandémie, inspirant les gens de tout âge à devenir actifs, à reconstruire nos communautés et à générer des emplois et des investissements importants. Et c'est notamment ce que je voulais mettre en avant ici, avec cette grande marque d'ambition de la part des Britanniques pour le sport et de la place qu'il occupera dans le Royaume-Uni. De l'ambition et de l'intérêt redonnés au sport en tant que vecteur de relations sociales, de moyens d'accomplissement personnel et du sport santé, voilà de quoi nous avons également besoin en France. Nous allons également organiser la Coupe du monde de rugby 2023 et les JO de 2024, mais il faut voir aussi après. Sûrement que les instances donc, réfléchissent à cette question, mais dans cette structure pyramidale, j'aimerais également voir plus d'ambition sportive en France, véhiculée par les instances sportives comme le ministère des Sports ou l'Agence nationale du sport. Et ce, notamment en s'appuyant sur le sport et de considérer à sa juste valeur, lui qui a considérablement souffert durant la pandémie, qui est pourtant une voie à privilégier pour s'unir plutôt que diviser. Vous avez eu, vous, vos questions de cette stratégie britannique? Alors personnellement, j'ai pas vu la stratégie britannique. Je voulais juste rebondir sur ton dernier point. Je suis assez d'accord avec toi et je pense que ça pourrait servir un peu d'exemple. On a un livre blanc pour la défense. Pourquoi pas avoir un livre blanc pour le sport, en effet. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une vision à long terme et surtout une vision à long terme pour le sport en général et pour le sport amateur en particulier. Je pense que le sport amateur a souffert grandement durant la pandémie. Il est aujourd'hui grandement amputé de ses activités. Et voilà, avoir une telle stratégie pourrait peut-être renouveler un petit peu l'engouement autour du sport. Mais encore une fois, quand on parle de sport, j'ai l'impression que les Anglais ont un petit peu d'avance sur nous en termes de ferveur. Ça serait bien que ce ne soit pas toujours le cas. Ouais, alors je rebondis là-dessus. En fait, en France, on a actuellement une proposition de loi qui est à l'étude au Parlement pour démocratiser le sport en France, parce qu'on a pris conscience pendant cette pandémie que en fait, on a besoin en France d'une stratégie nationale pour développer la pratique du sport, parce qu'on s'est aperçu que le sport a une place importante au quotidien et qui permet un développement à la fois social et économique. Effectivement, d'autant plus que beaucoup se sont érigés aussi de mettre en avant le sport, lui qui a été mis un peu de côté durant la pandémie, je pense notamment, comme l'a dit Romain, au sport amateur. Et quoi de mieux que les Jeux Olympiques, hein, la cérémonie ultime multisport et du sport en général, c'est notamment ce qui va animer notre deuxième partie d'émission. Pour ce débat, donc aujourd'hui, on va aborder notamment donc, la question de l'organisation des prochains Jeux Olympiques autour de la question, alors, qu'attendre de cette nouvelle édition des JO de 2021 à Tokyo? Alors, avant de pouvoir également aborder la question, quelques éléments en préambule, notamment sur les risques sanitaires qui planent encore
autour de l'organisation des JO, avec notamment en dernière date les responsables olympiques qui ont déclaré qu'ils auraient besoin de plus de 1000 à 10 000 travailleurs médicaux pour assurer la bonne santé du personnel autour des Jeux olympiques, et la demande d'infirmières, près de 500 infirmières qui intervient en plein milieu d'un nouveau pic de virus, notamment à Tokyo et Osaka. On a également le British Medical Journal qui a déclaré le mois dernier que le Japon devrait peut-être reconsidérer la tenue des Jeux olympiques, arguant que les rassemblements de masse internationaux ne sont pas toujours ni sûrs ni sécurisés. Également, avec la pandémie, s'en retrouve un système de qualification très adapté, avec un système de tournois européens qualificatifs pour certaines disciplines. Et bien sûr, la plus grande incertitude tourne autour de la présence ou non du public, mais surtout locaux, puisque ça a été acté que les publics internationaux ne sera pas là. Eh bien, on garde encore l'épée de Damoclès qui va être le huis clos, qui est pour l'instant écarté par le comité organisateur de Tokyo 2020, mais qui reste encore une possibilité auquel le comité garde cette idée derrière en tête. Vous, alors, c'est l'un des plus grands événements au monde en termes de sport. Est-ce qu'on peut vraiment en attendre beaucoup de cette édition, avec tout ce qui entoure l'organisation du sport, oui, Guillaume? Moi, je suis assez pessimiste sur ces prochains JO. En fait, j'arrive pas à trouver une attractivité autour de ces Jeux Olympiques et j'arrive pas en fait à m'enthousiasmer. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Ouais, moi j'ai un peu de mal aussi, à vrai dire. Je suis toujours très. J'adore regarder les JO, c'est toujours un moment. Je les regarderai cette année sans aucun problème, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me projeter, disons, dans cet événement qui va être complètement dénaturé. Je pense que l'esprit des JO, tel qu'on le connaît, va être assez loin des autres années, évidemment. Alors maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est mieux qu'ils se tiennent dans ce format-là ou qu'ils ne se tiennent pas du tout. La question reste entière. Ici, alors, plus la question, c'est, vous allez quand même regarder, vous n'allez pas passer à côté des JO de cet été, tout de même. Non, on va forcément regarder, mais en backstage, derrière, il y aura des répercussions, que ça soit financier, enfin, c'est c'est terrible. C'est les sponsors des JO au Japon font assez grise mine pour le coup, parce qu'un report, ça oblige une prolongation des contrats de sponsoring, donc forcément, une perte financière pour les sponsors. Tu as aussi le fait de ne pas avoir de spectateurs. Enfin, mine de rien, pour l'organisation, tu as un manque à gagner et pour J'avais le vu, est-ce que je te coupe, j'avais vu le chiffre de 23 milliards de pertes estimées en bah, l'absence de spectateurs étrangers. c'est incroyable, ça va faire du mal à la fois au Japon, parce qu'il y trouvait forcément un intérêt économique avec, l'afflux de tourisme et cetera et la visibilité aussi. Mais aussi pour le CIO qui va devoir faire face en fait, à la réticence des prochains sponsors, à financer des événements privés comme les jeux olympiques en fait. D'ailleurs, alors sur ce point-là, j'ai vu récemment un sondage qui disait que près de 60% des Japonais préféreraient un report ou du moins une annulation des Jeux Olympiques. Alors bon, ça, ça, ça dit ce que ça dit, hein. On peut faire dire tout ce qu'on veut au sondage, mais ça apporte également Ouais, bah, quelques bien points. sûr, mais honnêtement, je les comprends. Enfin, les Japonais, tu as des 1000 athlètes de 200 pays différents qui vont venir sur leur territoire pour s'embrasser, jouer ensemble pendant quoi 15 jours, 3 semaines. Enfin, ça va être un grand n'importe quoi sur place. J'espère que, j'espère que comme vous avez dit, j'espère que les médecins sont suffisants en fait pour gérer ça et que la logistique sera suffisante. Hmm. Certaines fédérations, je pense notamment à la Fédération canadienne de gymnastique, qui a refusé notamment que sa délégation aille au, au tournoi de qualification à Rio de Janeiro. Donc, potentielle non-qualification des gymnastes canadiens pour les JO. Donc, preuve aussi Ok. qu'il y a aussi un impact à trois bandes, hein, avec bon, Brésil et autres, mais c'est pas forcément que le Japon que ça impacte.
toute cette histoire. Ouais, bien sûr. Et de l'autre côté, tu as les Australiens qui ont commencé à vacciner leurs athlètes en prévision justement des JO. Les Coréens également qui ont lancé, Ah ouais, les ont passés deux stratégies prioritaires. différentes. Deux stratégies différentes, ouais. Non, effectivement, c'est Moi, je, c'est- c'est aussi un point à voir. Je pense que le comité des JO aura, je pense, beaucoup de choses à voir entre l'argent, il faut se dire, entre l'argent et la sécurité. Mais Romain. Moi, je remets aussi un autre intérêt, au-delà évidemment de celui des spectateurs et niveau politique et sanitaire. C'est aussi l'intérêt des sportifs. On a un an d'attente en stand-by pour la plupart, des incertitudes, encore maintenant. On ne sait même toujours pas s'il y aura des spectateurs. Des processus de qualification, on l'a dit, qui étaient divergents selon les pays, qui ont complètement été chamboulés, des calendriers aussi chamboulés. S'ajoutent des blessures physiques, mentales, de se maintenir au top niveau pendant un an. Le tout devant des milliers, des centaines ou zéro japonais uniquement, puisqu'il n'y aura pas d'autres nations, pas d'autres nations représentées dans le public en tout cas. On est vraiment loin de l'ambiance JO et de la convivialité qui s'en dégage habituellement. Ouais, j'avais noté notamment le chiffre de 57% des places qualificatives qui étaient déjà en fait attribuées avant le report des JO l'an dernier. Et du coup, ça veut dire qu'il y a 57% des athlètes français qui doivent garder en fait la motivation de performer toute une saison pour les JO en fait, sans challenge quoi. Là, on peut parler, alors éventuellement, il y a une balance entre également, je parlais de l'argent, du côté sanitaire, mais il y a également le côté athlète. Quand on est athlète, on travaille 4 ans, même 5 ans pour cette édition, pour une performance dans sa vie, potentiellement, et on veut peut-être l'annuler. Ça fait un an qu'on est sur des événements sportifs sans public. Pourquoi les JO, c'est différent? Ah, je vous ai posé Ouais, une c'est colle là. Non, c'est différent parce que c'est le rendez-vous des sportifs. Je pense que c'est. Alors, je ne suis pas sportif de haut niveau, Et des mais spectateurs, et des spectateurs. et des spectateurs aussi. Mais voilà, c'est censé être l'événement marquant d'une carrière. Les plus grands athlètes participeront à 3, 4 éditions des JO grand maximum, et encore pour les ceux qui vont durer très longtemps. Donc, il y en a beaucoup pour qui ce sera la seule édition de leur carrière. Et c'est un summum. C'est la vitrine, la grande messe du sport. Pour beaucoup de sports d'ailleurs qui ne sont souvent pas représentés ni médiatisés et qui, là, pour une fois tous les 4 ans, le sont devant des millions de spectateurs, si ce n'est plus. Ouais, faut pas oublier que les joueurs se surpassent avec du public notamment, hein. C'est comme ça qu'on a des énormes performances tous les 4 ans lors des JO. Parce qu'en effet, Sûr. les athlètes, avec le public qui est là, avec 60-70 000 personnes, 80 000 personnes, même dans certains stades qui sont là, chauffés à blanc, c'est exceptionnel pour eux. C'est des choses à pas oublier en fait. Tu sais l'événement qui fait la performance ou c'est le public qui fait la performance? Les deux. Les deux. Les 2. Les 2 dans le cas des JO, c'est les 2. On parle pas du tournoi local de Chimou, hein. Et je rajouterais un élément supplémentaire, si le tableau n'est déjà pas assez noir, c'est que on prévoit aussi que ces JO seront les plus chauds de tous les temps, avec des températures qui pourraient allègrement dépasser les 40 degrés, Ah, avec l'humidité qui s'en rajoute. Et il y a déjà eu, alors je suis pas rentré dans le détail, mais des études médicales qui préconisent de mettre des installations de refroidissement pour les sportifs après les épreuves, parce il se pourrait que voilà, les sportifs aient à subir des surchauffes, voire des malaises à cause de la chaleur japonaise. C'est vraiment l'été au Japon est très très humide, hein, notamment on le sait, quand on sort de l'aéroport, c'est le mur de chaleur, hein, comme dans certains pays du Sud, hein. C'est un peu ça. Mais de ce que donc vous êtes en train de nous dire également que ça va être une édition rabais, alors cette édition 2021?
Est-ce que c'est une édition rabais? Je sais pas, c'est les sportifs qui nous le diront, hein, c'est les résultats qui vont faire foi. Je fais confiance aux sportifs pour être à la hauteur de l'événement et pour tout donner. Maintenant, la tâche va être énorme. Covid, chaleur, pas d'ambiance, règles strictes au sein du village olympique. C'est autant de facteurs qui forcément, s'ils ne peuvent pas annoncer une édition rabais parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça garantit pas une édition réussie, ça c'est sûr. Ouais, je vais reprendre le discours de Miss France, hein, mais les JO, c'est énormément de symboles et sans le partage avec le public, sans ambiance, en fait, j'arrive pas à m'enthousiasmer, moi, pour le coup. Honnêtement. Même le fait d'être devant ta télé, toi, en tant qu'observateur, le fait qu'il y ait un public, est-ce que ça change? Prends l'édition du marathon. Si tu regardes le marathon, ça change quelque chose pour toi au niveau en tant qu'observateur, en tant que spectateur? Déjà, il y a très peu de chances que je regarde le marathon. Et ouais, non, honnêtement, non, c'est vrai que le marathon, pour le coup, ça change pas grand-chose, quoi. Surtout que c'est en dehors des structures sportives habituelles, donc il y aura peut-être du monde de toute façon autour, hein. Mais non, non, je parle par exemple des épreuves qui se déroulent dans un stade. Des épreuves qui se déroulent dans un stade, quoi. Là où on sent L'athlétisme, que l'influence du public est déterminant. L'athlétisme, notamment, oui, exactement. La natation, bah, non, la natation, c'est peut-être le mauvais exemple pour le coup, parce que tu as la tête dans l'eau, quoi. oui, mais t'as quand même, Mais, quand tu sors de la mais tête de l'eau, Il y voilà, a comme une t'as le ferveur. son du exactement. public, hein. Et voilà, Exactement. il y a aussi la boxe, le karaté, voilà, il y a un paquet de sports où il y a de l'ambiance autour. Ouais. Ouais, bah, je serais, si le comité nous écoute, j'en doute hein, quand même, mais bah, ils doivent quand même s'inquiéter. J'aimerais pas être à leur place non plus, puis avec tous les enjeux qui sont autour. On Je arrive à reviens un... sur le marathon, là. Attends, je reviens sur le marathon. Non, mais, Ah, t'as changé mais d'avis, non, tu mais veux regarder le marathon non, mais maintenant? non, non, le marathon, mais c'est bien à regarder. Ça reste, c'est un sport exceptionnel, quoi. Mais voilà, c'est 2 heures où je vais le dire vulgairement, mais c'est 2 heures où on court à pied, quoi. Donc, il y a des stratégies à mettre en place, forcément, mais je vais peut-être pas regarder les 2 heures, tu vois. Oui, mais c'est ça, la beauté aussi des Jeux À vrai dire, on Olympiques. a un métier quand même. On a un métier en plus. Attends, les beautés des Jeux Olympiques, c'est en hiver de regarder le curling et en été de regarder le tir à l'arc, par exemple, de regarder le tir à l'arc. Mais attends, surtout que le marathon, c'est traditionnellement la toute dernière épreuve avant la clôture des Jeux, en fait. Du coup, il y a le symbole aussi à regarder la fin du marathon, quoi. Ah Les bah, mecs, ils sont sur le podium face à tout le monde. Ils sont, enfin voilà, c'est génial. C'est vrai. Moi, j'irai le faire je convaincre. rajoute un dernier point. Je rajoute un dernier point, moi, qui me fait un petit peu peur, mais là, c'est plus sur le côté un petit, ouais, sanitaire. On voit, il y a des épreuves tests qui ont lieu avec à peu près 400 athlètes. Et il y a déjà des infections qui ont décalé des épreuves tests, des qualifications, et même le relais de la flamme olympique comme un symbole. Et donc, si on se retrouve à avoir déjà que le calendrier est quand même assez serré, si on se retrouve à avoir des reports d'épreuves tous les deux jours, ça va être super compliqué, je pense. Et c'est là que, bien sûr, le sport, grand bien nous en fait, mais est quand même en dernière des priorités face à d'autres économiques, sociales, mais surtout la santé, quand bien même le sport est aussi un vecteur de santé. Eh bien, c'est ce qui va conclure notre débat et puis notre deuxième édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous les deux, Romain, Guillaume, pour vos éclairages. Et Merci merci à Nico. tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à prochaine pour une prochaine émission. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Salut.